Audio Jungle. De mon côté, on va jaser de l'imagerie hyper spectrale. Spatial, hyper spectral. Hyper spectrale et NDVI, c'est en anglais, le NDVI, en agriculture. Donc, on va regarder ça ensemble. Et l'idée m'est venue de certaines recherches, certains documentaires que j'avais commencé à regarder. Puis je dis, hey, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Puis je pense que ça vaudrait la peine éventuellement qu'on le creuse un peu plus. Là, c'est un premier essai. Je ne suis pas un spécialiste en agriculture. Je ne suis pas un spécialiste vous allez voir dans tous les domaines, mais bon, j'essaie d'aller chercher des informations qui étaient pertinentes pour nous mettre un peu en contexte sur c'est quoi qui se passe du côté de l'agriculture et surtout de la révolution technologique agricole. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le marché des drones dans le monde, ça je pense que c'est dans le monde, hein, c'est en Amérique du Nord, parce que ça, c'est PricewaterhouseCoopers qui a fait l'étude. Il y a un document qu'ils ont produit là-dessus, mais c'est 127 milliards de dollars US. Mais voyons donc. Qui est le marché présentement qui utilise des solutions qui sont déployées ou comment on dit ça? Powered, c'est qui utilise les drones comme solution. L'utilisation de la technologie des drones dans l'agriculture permet de surveiller l'état des cultures, puis ça, c'est la deuxième dans la liste. BA2 nous dit propulsé par. Propulsé par, c'est ça le bon mot. Donc, c'est propulsé par des drones et vous allez voir des caméras. Donc, on peut voir, là, ça c'était déjà connu depuis longtemps, là, ça se faisait aussi par satellite, mais là, on s'en va vers l'utilisation de drones pour surveiller l'état des cultures depuis le début de la saison, des croissances jusqu'à la planification, la réalisation de la récolte. Donc, il y a quand même une certaine planification qui peut être faite avec ces données-là. Puis en ajoutant des analyses plus avancées à la solution des drones, il est possible de surveiller l'humidité du sol et même les besoins en engrais. Donc là, on est rendu à des étapes où on peut commencer à planifier et à optimiser un début d'intelligence artificielle. Là. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est un domaine qui peut utiliser ça à très bon escient pour des raisons économiques. Là. Benoît, j'ai dit que l'Italie utilisait ça pour tester la température des citoyens pendant la pandémie. Oui, tu as raison. Puis vous allez voir là, ce qui est possible de faire avec ça. Là. C'est assez fascinant et c'est très précis. C'est plus précis des fois qu'on pense. Là. Donc, en ajoutant des analyses avancées, on peut surveiller l'humidité, comme je disais, mais on peut aussi, il y a des techniques similaires. Il existe d'autres possibilités d'utiliser les drones dans la protection de l'environnement. Là, bien évidemment. Surveiller pour les feux, genre. Oui, les feux ou les endroits où il y a peut-être des problèmes de sécheresse ou des problèmes tu sais, à la limite, là, on sait que selon les animaux, selon les meutes de loups, selon comment les animaux sont représentés dans certaines végétations, ça peut avoir un effet, là, donc, de bien équilibrer la chaîne globale des animaux, surtout dans les forêts ou les zones plus sauvages, ça peut avoir un effet important. Là. Donc, si on continue de ce côté-là. Donc, la révolution agricole, c'est sûr que quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le néolithique. Où on faisait plus de l'arrosage, on commençait à avoir de l'agriculture jusqu'à la révolution au niveau de la machinerie dans les années 1960 et éventuellement la biotechnologie. Le clonage, puis certaines technologies. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Ça me fait penser, il y a une entreprise qui fait pousser des fraises au Québec, mais en mode pas horizontal, c'est vertical. Okay? Ah, j'ai vu ça passer. Oui, mais on reviendra là-dessus. Il faut falloir parler de cette technologie-là. C'est assez innovateur comme approche. Donc, maintenant, on est rendu vraiment au IoT, là, au niveau de l'agriculture, en partie avec des drones, mais aussi avec d'autres technologies, que ce soit sur les tracteurs, sur la machinerie pour optimiser les circuits ou être capable de mieux gérer la récolte de ce côté-là. Là.
Donc, le NDVI, c'est le Normalized Difference Vegetation Index. Et en gros, bon, NDVI a été développé dans les années 70, c'est pas d'hier. Et bon, les satellites permettaient de détecter les zones avec ils captent finalement la quantité de lumière proche sur les terres ou sur la surface. Puis ils sont capables de voir la réflexion de cette lumière-là, puis de déterminer, selon la réflexion, c'est quoi la composition ou l'état de ces zones-là. Là. Donc, ils sont capables de déterminer une valeur entre -1 et 1, puis une valeur plus élevée, donc de 0 à 1, implique qu'il y a une matière plus vivante au sol versus c'est plus dense versus que si c'est 0 à -1, bien, c'est moins dense, c'est moins vivant, donc il y a peut-être des enjeux de ce côté-là. Donc, les valeurs inférieures correspondent à des surfaces non végétales, comme le sol ou l'eau. Donc, ils sont capables de déterminer ça avec ce genre de technologie-là ou de calcul-là suite à la réflexion de la lumière. Et les outils industriels, tels que les logiciels de cartographie par drone, convertissent ces valeurs en images. Donc, ils sont capables de prendre ces valeurs-là et de bâtir l'image avec les codes de couleur pour montrer les différences au niveau du sol suite aux valeurs captées par ces caméras-là ou par le traitement que les logiciels ont fait sur les images. Après, j'imagine que tu es capable de surveiller un secteur puis de te rendre compte que, je ne sais pas moi, qu'une agriculture qui n'est pas correcte ou que quelqu'un qui utilise trop d'eau ou qu'on est en train d'assécher un sol ou whatever, on doit sûrement avec ça être capable de s'en rendre compte. Mais oui, parce que là, ton sol, il va te donner l'information sur y est-tu plus vivant, moins vivant, y a-tu plus d'eau, moins d'eau, selon les nappes phréatiques, selon l'utilisation qui est faite de l'eau dans ces secteurs-là. Donc, c'est des choses qui sont prises en compte dans l'analyse éventuellement de ces données-là. Là. La spectroscopie à haute résolution, c'est l'imagerie hyperspectrale et la dernière évolution en matière de télédétection. C'est ça, télédétection, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle génération qu'ils ont développée avec les technologies qu'ils avaient depuis des années. Puis ça améliore notre capacité à voir et donc à résoudre les problèmes dans des domaines qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Parce que c'est ça le but, ce n'est pas de remontrer ce qu'on est capable de voir, c'est vraiment d'être capable de déterminer où sont les problématiques. Là. L'avantage unique de l'imagerie hyperspectrale est la possibilité de caractériser un large éventail de caractéristiques chimiques. Donc, ça va au-delà juste du fait que le sol il est plus dense, moins dense, plus d'eau, moins d'eau. Ça te fait penser à quelque chose, Patrice? Oui. Ça ressemble ça un peu à, puis là, tu me corriges, mais le capteur de ma Apple Watch qui est capable, avec une onde lumineuse, de détecter la quantité d'oxygène que j'ai dans le sang. Est-ce qu'on peut faire un genre de parallèle avec ça, du genre telle caméra dans tel drone, en telle luminosité, mesure le taux d'azote du sol ou whatever ce qu'elle cherche à viser? Possiblement. Je ne suis pas l'expert dans le domaine, donc je n'irai pas jusque-là, mais c'est clair qu'il y a probablement des technologies similaires qui sont peut-être utilisées à ce niveau-là pour être capable de faire ce genre de détection-là, parce qu'il faut pas se le cacher. Il y a peut-être des acides au niveau de la peau, il y a peut-être des choses qui peuvent être captées par une caméra ou un senseur. Ce n'est pas nécessairement une caméra pour être capable de déterminer ce genre d'analyse-là ou de résultats-là. Donc, l'imagerie peut être appliquée à diverses industries, donc la minéralogie, à l'imagerie médicale, en passant par l'analyse des qualités des aliments et de l'agriculture. Donc, ça peut même détecter est-ce que les aliments au sol présentement, c'est quoi l'état en fonction de où ils sont rendus dans leur processus comment on dit ça, d'évolution. Est-ce qu'ils sont prêts ou pas prêts? Est-ce qu'ils sont endommagés ou pas? Ouais. C'est ça. L'agriculture, avec sa complexité biologique et l'énorme variabilité des conditions de croissance
des conditions météorologiques aussi. C'est des types de sols, des cultures. Donc, c'est vraiment important d'être capable de porter ce genre de jugement-là. Puis ça peut être pour un territoire donné, pour être capable de prendre les correctifs en conséquence. Puis à la limite, pour des fabricants d'engrais qui vont peut-être s'ajuster en fonction des régions, là, sachant c'est quoi les implications présentement dans les sols dans ces coins-là, ou des défis qui font face suite, par exemple, au changement climatique ou un paquet d'autres facteurs Ou qui même, peuvent... Patrice, les assurances. Un Oui, agriculteur qui dit mon champ est irrémédiablement dans la merde parce que blablabla. Image hyper spectrale. Voici mon assureur, l'état de mon champ. On oui. est un moins 30 jours en arrière. Blablabla, c'est récupérable. Tu es capable de le prouver sans Ouais. nécessairement faire venir des analyses Ouais. de sol avec des experts. Là, on va parler de drones, là, puis vous allez voir un exemple tantôt. Là. Donc, l'imagerie hyperspectrale, c'est quoi? Ben, c'est une des sources l'imagerie est l'une des sources de données de télédétection les plus riches en informations qui existent. On voit à droite le tableau, une image plus normale, RGB, va utiliser un certain nombre de fréquences ou d'informations pour être capable de représenter cette image-là en RGB. Quand on va en multispectral, ben, les fréquences sont un peu plus longues et plus fréquentes et vont nous donner plus d'informations. Et en hyperspectral, bien là, on peut voir qu'il y a énormément d'analyses ou d'ondes qui sont captées et qui nous permettent de représenter ça sous forme de couleurs ou de variations de couleurs dans un territoire donné. Donc, c'est comment on interprète cette information-là. Donc, l'imagerie peut capturer l'intégralité du spectre électromagnétique contenu dans la couleur. Donc, ce n'est pas juste de dire je détecte la couleur, mais c'est de détecter toutes les différentes nuances et tous les éléments qui nous permettent de voir cette couleur-là et d'être capable de traiter l'information pour nous donner finalement un résultat ou un calcul qui nous donne l'information que l'on recherche. Là. Commentaire sur la coop agricole. C'est assure les agriculteurs, fait l'essence de plusieurs stations. Oui, effectivement, la coop agricole est quand même très impliquée de ce côté-là pour aider les agriculteurs en offrant des services, dont en partie des services pour les aider à optimiser leur production. Là. Je sais qu'ils ont beaucoup de projets aussi de technologie de ce côté-là là, pour les agriculteurs. Ils agissent un peu comme des consultants et aussi des experts dans le domaine pour les accompagner dans certaines phases de leur projet. Là. Donc, développé à l'origine pour un usage militaire et spatial, parce qu'il faut se remettre en contexte, là, c'est la NASA et l'armée américaine qui avaient travaillé sur ces techniques-là ou ces recherches-là. L'imagerie hyperspectrale est aujourd'hui appliquée à une myriade de possibilités commerciales. Donc, ce n'est pas juste une question d'objectifs scientifiques extraterrestres, là, donc en dehors de la Terre ou carrément militaire. Là. Donc, c'est vraiment l'agriculture est vraiment un domaine de prédilection. Ça se démocratise. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu vers là que la technologie amène l'industrie, c'est d'être capable d'avoir accès à des informations qui, normalement, auraient dû être traitées via des satellites ou via des spécialistes du domaine qui sont peu accessibles. Donc, ça facilite la démocratisation. Donc, les avantages de l'imagerie, bien, l'avantage, c'est la possibilité de caractériser un large éventail de caractéristiques chimiques et biologiques. Donc, ce n'est pas juste une question de la qualité du sol, c'est aussi d'être capable de porter un jugement sur différentes variables au niveau des sols, de leurs propriétés de réflexion, dans une gamme de bandes spectrales étroites, donc avec toute l'information riche qu'ils sont capables de capturer. La haute résolution spectrale fournit beaucoup plus de contenu informationnel pour décrire l'objet analysé. Donc, on a beaucoup plus d'informations, bien évidemment. Puis l'agriculture étant un environnement biologiquement complexe et des plus divers, la spectroscopie est un outil puissant pour caractériser la complexité biologique et les divers paramètres des cultures. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure analyse des différents éléments et de la complexité de l'environnement. Puis là, finalement, la technologie d'imagerie permet de capter toutes sortes de variables parce que ça va tenir compte aussi de la variété, la météo, les types de sols. Donc, tout ça va être pris en compte dans cette analyse-là en fonction de données historiques aussi.
Donc, la haute résolution spectrale de l'imagerie étant plusieurs problèmes potentiels qui peuvent être abordés à l'aide de l'imagerie spectrale. Donc, c'est pas mal la haute voltige. La chose que ça me fait penser, Patrice, c'est que en ayant de plus en plus ces technos-là dans nos agricultures, dans nos agriculteurs, je présume que c'est comme si tout d'un coup, tu donnais dans les mains des agriculteurs un nouveau paquet de paramètres qui, auparavant, ils avaient pas, ils sont comme pris avec ces paramètres-là, ils peuvent pas jouer avec, peuvent pas les interpréter, les voir venir ou ces choses-là. Est-ce qu'à terme, on va pas devenir un peu plus efficace dans notre culture, puis ainsi peut-être mettre moins d'engrais, moins de ci, moins de ça, parce qu'on va être capable de contrôler d'autres éléments qui, pour l'instant, sont trop macro pour être captés avec cette intelligence-là? C'est l'impression que ça me donne. Oui, puis peut-être que ça va nécessiter, dans certains cas, des investissements différents pour Ouais. ajuster les sols ou ajuster le drainage ou ajuster. Bon, Mhm. tu sais, il y a peut-être des choses à faire. Bon, c'est sûr que la météo, on contrôle moins, mais si on comprend mieux comment la météo affecte, on peut après ça peut-être prendre de meilleures décisions puis Mhm. éviter des investissements qui tombent à l'eau, là, finalement. Donc, des applications potentielles. Voici des exemples d'applications, comment ça pourrait être utilisé ou ça l'est. Là. Donc, nutrition et fertilisation des cultures, y compris les macros et les micronutriments. Donc, évidemment, les fabricants sont capables de mieux fabriquer avec les meilleurs dosages. Puis, on est capable, probablement que les agriculteurs sont capables de choisir les meilleurs engrais en conséquence de leur Mhm. sol ou de leur environnement. Détection précoce des maladies et des Mhm. stress sur les légumes ou les fruits ou ce qui Ben pousse. oui, Là, ils donc, sont capables de détecter la couleur puis de l'interpréter, ça te ben donne oui. des infos solides. Ben oui. Donc, des indicateurs biophysiques pour le phénotypage, je ne sais même pas c'est quoi, à haut débit afin de soutenir les expériences de sélection végétale. Donc, là, il y a peut-être le choix de dire qu'est-ce que je vais faire pousser finalement sur cette terre-là ou ce bout de terre-là en fonction des caractéristiques spécifiques. Là. Donc, de ce côté-là, ça peut nous aider. Discrimination spectrale des espèces végétales, des types de végétation et de leur génotype. Donc, en fonction, j'imagine, du type de plantation que l'on veut, il y a peut-être des choses qui vont marcher mieux, moins, puis ça peut évoluer dans le temps. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionnait que ça va fonctionner tout le temps. Donc, d'être capable de s'ajuster en fonction des sols ou de l'environnement. Et l'analyse des propriétés biochimiques, par exemple, l'anthocyane, les carothéonoïdes. Regardez, je ne suis pas un spécialiste, mais clairement, C'est quelque chose qu'on mesure qui sert à quelque chose. oui. Puis ça fait que ces gens-là ont plus d'informations, les Il y en spécialistes ont avait plus. avant. C'est ça, puis sont capables d'être mieux conseillés ou de prendre de meilleures décisions parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent qui est requis là, Ben oui. au niveau machinerie, au niveau engrais, au niveau des semences. C'est Mais important. tu Là. sais, ça me fait penser là, tu sais, que tu sais, on est capable de nos jours de dire telle sorte de fleur, si c'est tel vert, ça veut dire qu'il y a tant de pourcents de chlorophylle. Puis si c'est tel autre vert, c'est tel pourcentage. Fait que probablement qu'on serait capable artificiellement d'arriver à dire ben, ton chou bebelle est à tant de pourcents de chlorophylle, puis le goût est vraiment ça coche à 54%. Là, je dis n'importe quoi, là, Oh, ouais. mais à 54% de chlorophylle, puis ça donne tel teint de vert, puis tu atteins ce teint de vert-là quand ton sol est blablabla. Bla, bla, bla. Oh, c'est ça. Ouais. J'imagine, ça devient complètement fou après ça, les données. Hein? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, tu sais, même de vendre son fruit ou son légume à un IGA de ce monde ou à un métro de ce Mhm. monde, ben, c'est sûr que la qualité du produit va avoir une influence sur le prix aussi, là, tu sais. Oui, sa Euh, durée, sa conservation, ce qui est prêt, c'est ça. pas prêt, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est des éléments à tenir compte. Bon, il y a des inconvénients d'utiliser des drones pour faire ces inspections-là, bien évidemment. Bon, la protection de la vie privée, c'est clair que si on commence à avoir des drones qui scannent les champs, bien, ça va scanner plus que juste le champ. Ça va scanner l'environnement immédiat et il faut être conscient de ça. Ça peut aussi regarder ce qui se passe sur un terrain d'un autre propriétaire et là, ben, tu obtiens des informations sur une Mhm. propriété qui n'est pas la tienne.
il y a quand même une certaine incertitude législative. Là. Donc, les lois ne sont pas claires sur comment on peut utiliser ça, comment ça peut être appliqué ou utilisé. Et est-ce qu'il y a des règlements qui vont être violés ou non en utilisant ce genre de technologie-là? Donc, je pense que ça faut en tenir compte. Tu as des limitations des routes de vol au niveau des drones. Donc, les drones qui vont être utilisés pour faire ce genre de scan-là, il y a aussi des règles à suivre. Donc, il faut faire attention avec ces règles-là et d'être capable de tenir compte de ces routes-là au niveau des vols. La sécurité tout au long de l'utilisation des drones, c'est sûr qu'on ne veut pas affecter de gens, on ne veut pas affecter d'animaux, on ne veut pas créer de problèmes dans l'environnement. Donc, tu stresses les vaches, puis le lait est plus bon. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as aussi des animaux sauvages qui peuvent être vulnérables à ce genre d'appareil-là dans les airs. Donc, il faut faire attention. Ça peut créer du stress ou ça peut avoir un impact pour des animaux qui ne viennent pas dans un endroit parce qu'ils sentent qu'il y a un risque. Ça peut être piraté, il ne faut pas se le cacher. On en parlait tantôt. C'est pas parce que c'est de la technologie nécessairement que c'est sécuritaire. Donc, est-ce que les données peuvent être piratées? Est-ce que ces données-là peuvent avoir un effet Est-ce qu'on peut prendre le contrôle du drone? Oui, ou de donner les mauvaises informations à l'agriculteur ou aux scientifiques. Puis de cette façon-là, tu sais. Scraper son champ. Oui, c'est ça. Là, ça peut, parce que ça vaut de l'argent. Dépendance aux conditions météorologiques, bien évidemment, il faut tenir compte de ça. Si les conditions ne permettent pas d'utiliser un drone, on ne peut pas, puis il va falloir vivre avec, puis trouver d'autres solutions, utiliser d'autres moyens. La connaissance et les compétences, donc des licences sont nécessaires pour utiliser les drones, pour être capable d'utiliser, même dans les conditions météorologiques, il faut être capable d'opérer ça de façon sécuritaire, puis d'être capable de gérer le processus. Et finalement, le temps de vol court. Donc, c'est sûr que ça se faisait par avion avant. Donc, si tu le faisais par avion, ton temps de vol, tu sais, ça va prendre tant de temps, tu fais ça, c'est fini. Bing. Tandis qu'un drone, c'est probablement un petit peu plus long en termes de scanner ou de faire ce genre de procédure-là. Donc, ça peut devenir un inconvénient dans certains cas. Puis probablement que c'est limité à une certaine superficie. Dans le cas d'un avion, on peut probablement couvrir beaucoup plus large que ce qu'un drone permet de faire. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, j'ai une petite vidéo qui va vous montrer en action un peu à quoi ça ressemble avec des nerds des drones. Hey, what's going on, guys? Patrick here with Drone Nerds. Today we're talking about our all-new NDVI camera unit. What this is a custom NDVI camera that we can install on your Phantom 4, Phantom 3, or Inspire 1 with the X3 camera. What this lets you do is you're going to swap out your existing Phantom 4 camera and gimbal and install an NDVI camera for your drone. The NDVI camera unit uses the original sensor and image capturing hardware. But what we do is we modify the camera to filter solely red and NIR waves in an effort to maximize capability for a broad range of agriculture uses. NDVI is Normalized Difference Vegetation Index. It's calculated from the visible and near-infrared light reflected by vegetation. Healthy vegetation absorbs most of the visible light that hits it and reflects a large portion of the infrared light. Unhealthy vegetation reflects more visible light and less near-infrared light. Dual-band NDVI imaging gives you many of the same benefits of multispectral imaging without the need for large and expensive equipment. The NDVI filter captures reflected near-infrared light and red light that is mostly absorbed by plants. By post-processing the captured images, you can apply a color gradient that shows the contrast between healthy and non-healthy vegetation. The infrared light will show up in the camera's blue channel, and the red light will show up in the camera's red channel, making it very easy to separate and process for NDVI. The great thing about the NDVI camera kit, it keeps your DJI drone functional and easy to use. Head on over to dronenerds.com to find out more. Drone Nerds, wow. Ouais, c'est cool. Il y a du nerds plus nerds que moi. Ouais. Avec des hélices. Puis pas juste sur la casquette sur la tête. Donc,
C'est ce qui était mon sujet cette semaine. Je pense qu'on pourra creuser éventuellement sur d'autres sujets, là, mais celui-là, je le trouvais vraiment cool. Puis on voit que, puis là, même avec l'intelligence artificielle, là, probablement que c'est un des sujets qui va influencer l'agriculture beaucoup dans les prochaines années là, pour optimiser le travail. Puis, bon, ça n'ira pas jusqu'à remplacer les gens, mais jusqu'à un certain point, ça peut Ben, compléter. Ouais. écoute, imagine un petit kit de drone sur un toit de bâtiment d'agriculture qui s'auto-dépose, se recharge et s'assit, puis qu'à heure fixe ou à toutes les 2-3 heures, il décolle, il va faire son petit scan de champ, prend ses données, rentre ça dans la base de données, puis là, les gicleurs partent tout seuls, Ouais. l'engrais, ça peut être fou, là. Oui, puis tu sais, ça t'évite d'avoir des sensors partout Mhm. physiques. Donc, un drone, il brise, tu le remplaces, puis il revient dans ton noyau, dans ton écosystème. Donc, je pense que c'est une technologie qui est très prometteur de ce côté-là. Là.